Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo concernant la transcontinentale, troisième et dernière partie. La dernière fois, je m'étais arrêté au moment où j'étais arrivé au quatrième checkpoint de la transcontinentale et avec Björn Lennart, on avait décidé d'attaquer ce parcours ensemble. C'était un parcours assez difficile, à peu près un peu plus d'une dizaine de kilomètres de gravel, et plus on s'enfonçait dedans, plus c'était compliqué. Et au moment de partir, en fait, j'ai commencé à recevoir en fait un SMS de ma copine qui m'annonce que mon fils s'est cassé le coude, quoi. Et là, mentalement, je me dis putain, je suis là, je suis au milieu de la Bosnie et j'aimerais être auprès de mon fils plutôt qu'ici, quoi. Donc là, mentalement, déjà, ça commençait à me travailler. Une fois qu'on avait fini, euh, une fois qu'on avait fini ce parcours, sur le chemin, moi en descendant, j'avais croisé Thomas Dupin. On a décidé de prendre une chambre ensemble dans l'hôtel qui servait de checkpoint. Je regarde une dernière fois le tracker avant d'aller dormir et je vois que il y a un ou deux concurrents qui sont juste derrière, mais je m'inquiète pas trop. Je me dis qu'eux ne peuvent pas attaquer le quatrième checkpoint de nuit. Donc je me dis qu'à ce moment-là, je suis plutôt en bonne position. Il y a devant moi James Hayden qui est premier et loin devant, Björn Lennart qui est avec moi dans l'hôtel, Thomas Dupin, et lui à ce moment-là, théoriquement il est disqualifié puisqu'il il n'a pas été jusqu'au bout du parcours du quatrième checkpoint. Donc à ce moment-là, dans le pire des cas, je suis troisième. Le lendemain matin, je repars et je vois que l'un des concurrents qui était derrière moi la veille, lui finalement a décidé de ne pas dormir et d'attaquer le checkpoint euh, en pleine nuit. Il est reparti d'ailleurs. Et donc ce qui fait que moi, au moment où je me lève, je suis quatrième. Mais je ne m'inquiète pas, je sais qu'à ce moment-là, je suis très fort. euh, je suis physiquement très fort à ce moment-là parce que je suis frais, j'ai bien dormi. Je sais que je peux aller à l'arrivée, qui est à peu près 700-750 km, sans dormir. Et par rapport, donc, mon seul concurrent direct, c'est Björn Lennart. James Hayden pour moi n'est plus rattrapable. Björn Lennart n'est qu'à une heure ou deux, puisqu'il était parti, il avait quitté l'hôtel un peu avant moi, n'est qu'à une heure ou deux devant moi. Thomas Dupin est lui disqualifié théoriquement. Et la quatrième personne, elle n'a pas dormi, donc je me doute qu'il est très probable que dans quelques heures ou pire dans une dizaine d'heures, que cette personne aille dormir. Donc je me dis, à ce moment-là, je suis très bien placé, je suis serein, je suis en forme, mentalement, ça va pas mal malgré le fait que mon fils ait été hospitalisé la veille. Mais à ce moment-là, je suis OK. Je me dis que le podium est à portée. Mentalement, je suis au top, enfin presque au top. Donc là, disons sur une échelle de 1 à 10, mon mental il est à 9, quoi. Sauf que derrière, ce qui s'est passé, c'est un ascenseur émotionnel. Après avoir quitté l'hôtel, le quatrième point, je roule un peu dans les montagnes. À un moment, je commence à m'enfoncer dans une route gravel, quoi. Théoriquement, je m'étais dit, enfin théoriquement, lors de ma préparation, j'avais préparé une carte et pour moi, le chemin que je prenais était une route. C'est quelque chose pour lequel cette année j'avais fait extrêmement attention. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible que je tombe sur du gravel. La route va finir par s'améliorer, quoi. Et au bout d'une demi-heure de gravel, la route se dégradait de plus en plus et j'ai fini par me dire, non, c'est impossible que la route s'améliore à ce moment-là. Vaut mieux que je fasse demi-tour. Et au moment où je fais demi-tour, je crève. Et j'ai eu cette première crevaison. J'ai une autre chambre à air, pas de problème, je remplace, je fais demi-tour, j'arrive à sortir de ce gravel-là. Je me dis que je vais faire un détour, je vais prendre peut-être une heure ou deux heures de retard par rapport à mes autres concurrents. Mais à ce moment-là, ça ne m'inquiète pas. Je sors du gravel et là, je recrève une nouvelle fois. Là, c'est là que les choses ont vraiment commencé à se détériorer pour moi et que mentalement, j'ai commencé à plonger. Donc, je répare avec, à ce moment-là, donc j'ai plus de chambre à air neuve, je répare avec des rustines. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel, ça ne me pose pas de soucis. J'en ai réparé souvent, je suis coursier dans Paris. Les crevaisons, c'est pas, pour moi, c'est pas inconnu, quoi. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Donc j'ai fini par réparer une première fois, je roule et au fur et à mesure des kilomètres, je recrève plusieurs fois. Je roule 2 kilomètres, je crève une nouvelle fois, j'en roule 5, je crève une nouvelle fois.
Et j'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait, parce que j'ai utilisé différentes marques de rustine, différents avec ou sans colle, etc. J'ai réparé d'autres chambres à air également, en espérant que ça fonctionne mieux. Peut-être que ça venait de la chambre à air, et impossible de réparer les crevaisons que j'avais. Je roulais quelques kilomètres et la colle se défaisait à chaque fois. Peut-être un problème, je sais pas, température, il faisait peut-être trop chaud, trop d'humidité, ou j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui s'est passé, mais en l'espace de peut-être une dizaine d'heures, j'ai crevé un nombre impressionnant de fois, peut-être une quinzaine de fois, quelque chose comme ça. J'arrive le soir finalement dans la ville de Pluzine, qui n'est qu'à 150 km du checkpoint 4 à peu près. J'arrive dans cette ville-là, qui était d'ailleurs l'une des villes checkpoint d'une précédente transcontinentale. J'arrive dans cette ville. À ce moment-là, la réparation que j'avais fait commençait à tenir. Je me suis dit, on va être optimiste, ça va tenir, et on va trouver de quoi remplacer ces chambres à air complètement ruinées. Je m'arrête dans une station-service, je m'achète des glaces, de quoi boire, etc. pour me restaurer un peu, pour me remettre un peu moralement, souffler un peu. Et au moment de remonter sur mon vélo, je remonte et là j'entends pssst. Vous savez, ce bruit-là, maintenant il m'a hanté pendant plusieurs jours après. J'ai crevé à ce moment-là, au moment de remonter sur mon vélo, et là je me dis, j'ai plus rien pour réparer. Là à ce moment-là, j'avais plus de rustine, j'en avais utilisé donc à peu près une quinzaine. Plus de rustine, pas de chambre à air. Pour moi à ce moment-là, je ne peux plus avancer. Il est sur les coups de 21h, il y a tout qui est fermé. Pour moi à ce moment-là, la course elle est en pause. La seule chose que je puisse faire, c'est d'aller dormir et d'attendre le lendemain. Et là c'est un moment qui est important, parce que peut-être que beaucoup de personnes à ce moment-là auraient décidé d'abandonner. C'est un conseil que Michael donnait, c'est attendez le lendemain matin pour prendre de bonnes décisions, en étant l'estomac plein, en étant reposé, pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc là, la seule chose il faut que j'accepte la fatalité du fait que je ne puisse plus avancer, que la nuit va ne servir à rien pour moi, je ne vais pas avancer, et que mes adversaires vont prendre de l'avance. Et là, déjà à ce moment-là, j'avais déjà perdu plusieurs places, peut-être quasiment une dizaine de places. Mais j'ai pas le choix. Là, c'est dans ces moments-là où il faut être fort mentalement. C'est quelque chose qui, pour moi, a été très difficile à accepter. C'est parce que je suis très, enfin, je suis pas, c'est pas une fierté ou quelque chose comme ça, mais j'avais du mal à accepter que quelqu'un comme moi, qui a autant d'expérience dans un truc aussi banal que la réparation de crevaison, puisse être bloqué sur une transcontinentale à cause d'une simple crevaison. Pour moi, ça a été très difficile d'accepter ce moment-là. Donc finalement, le lendemain, je finis par trouver une quincaillerie qui me vend des rustines pour pneus de voiture. J'essaye d'en fixer comme je peux sur les chambres à air que j'ai pour les réparer comme je peux. Et je finis par repartir avec. J'arrive à rouler une vingtaine de bornes et je recrève encore. Impossible toujours de réparer. Là, je me retrouve au bord de la route, exposé au soleil. Le soleil commençait à taper assez dur. Il était sur le coup de 10h, 11h. Et là, je commençais à me dire, non seulement je vais m'épuiser physiquement, parce que le fait de démonter le pneu commençait à être éprouvant physiquement. Je commençais à avoir des cloques sur la paume des mains, au bout des doigts, qui commençaient à être très difficiles à supporter. Et là, je commençais à me dire, je vais continuer à démonter mon pneu, etc., jusqu'à ce que je ne puisse plus retirer le pneu. À ce moment-là, j'accepterai le fait que je ne puisse plus aller jusqu'à l'arrivée. Je finis par réparer, et à un moment, j'atteins une ville où je recrève encore une nouvelle fois. Là, à ce moment-là, je dois être bien peut-être à une trentaine de crevaisons, en l'espace de 24 heures. Là, à ce moment-là, j'ai peut-être en tout réalisé, quelque chose comme même pas 200 km, quelque chose comme ça. Je crève une nouvelle fois, et là, il y a un cycliste qui passe à ce moment-là, qui s'arrête à côté de moi, on essaie de se comprendre en anglais, et qui m'explique qu'il y a un bike shop à 2-3 km un peu plus loin, et donc je finis par réparer ma crevaison, il m'accompagne à ce bike shop. Et là, le réparateur me dit que il n'a pas de chambre à air
pour mes jantes, puisque pour moi il me fallait des jantes sur mes jantes, il me fallait des valves de 60. Lui il me dit qu'il m'explique qu'il n'a que des valves de 40-45. Mais il finit par réussir à placer l'une de ses chambres à air neuve et avec un morceau de plastique s'en servir d'extendeur de valve et donc à gonfler la chambre à air. Et là il m'explique oui, continue sur ton chemin, dans 70 bornes tu finiras par tomber sur une nouvelle ville avec un bike shop beaucoup plus récent qui te fournira les chambres à air qu'il te faut exactement. Donc là je me dis déjà, là j'ai pu souffler un peu. Parce que le fait de repartir avec cette chambre à air neuve, pour moi, c'était vraiment un renouveau, c'était vraiment quelque chose qu'il me fallait, quoi. Parce que là, j'en pouvais plus de réparer, de m'esquinter les mains sur le montage et le démontage du pneu, changer la chambre à air, etc. Ça commence à être extrêmement dur. Alors, pourtant, c'est quelque chose de vraiment très simple, hein. Je finis par rouler donc 70 bornes sans crever. Là, je me dis déjà, c'est déjà une bonne chose. Là, les planètes commencent à s'aligner pour moi, mon destin va s'améliorer, quoi. J'arrive dans cette ville, par contre il est 9 heures, presque 9 heures. Là je me dis c'est mort, le bike shop doit être fermé sur les coups de 19. Ça doit être un bike shop qui doit fermer sur les coups de 19 heures, quelque chose comme ça. Je m'arrête dans une station-service, je check le tracker, je bois, je mange, etc. Et là par hasard je me dis je vais vérifier Google Street enfin sur Google Maps. Je vérifie le bike shop est à moins d'1 kilomètre de là où de la station de service où je me suis arrêté par hasard et qu'il est encore ouvert pendant une demi-heure. Et là je me suis dit, il n'y a pas moyen que je rate cette occasion-là. Je remonte sur mon vélo immédiatement. J'en ai même oublié ma carte bleue dans cette station de service, tellement je suis reparti vite. Je l'avais laissée sur le présentoir sur le présentoir des produits, des glaces, etc., quoi. Je suis reparti et au bout de même pas une minute, je me dis merde, j'ai oublié ma carte bleue, tac, je refais demi-tour, je récupère ma carte bleue, je retourne, etc. Et là j'arrive au bike shop. J'avais l'impression même les mecs m'attendaient, quoi. J'arrive, je leur dis ouais, il me faut des chambres à air en valve de 60, est-ce que vous avez ça? Là il me sort 3 chambres à air continentales, etc. Valve de 60, le pur bonheur, quoi. Là je me suis dit là je suis paré pour aller jusqu'à la fin. J'ai pris ces chambres à air et j'ai pu mentalement déjà un peu soufflé, mais j'étais tellement épuisé qu'en fait quand je suis remonté sur mon vélo à ce moment-là, j'étais en colère. J'étais en colère contre moi-même et je me suis dit je vais rouler toute la nuit et c'est ce que j'ai fait, j'ai roulé toute la nuit pour remonter des places. Mais c'était un moment où j'ai roulé avec de la colère et c'est pas spécial, c'est pas le cyclisme que je cherche, c'est pas l'aventure que je cherche. J'ai pas envie de rouler en étant en colère. C'est pour ça que je cherche à avoir une course qui est entre guillemets parfaite. C'est là où j'ai pas d'ennui, pas de soucis techniques, physiquement je suis prêt, etc. Et le fait d'avoir des ennuis de genre là, pour moi ça me met toujours en colère contre moi-même. Je me dis toujours t'as pas été assez bien, tu t'es pas assez bien préparé, ce genre de choses. Et là donc c'est là qu'il faut être prêt mentalement, pour être prêt à accepter ce genre de soucis qui font que les choses ne se passent pas comme vous voudriez et qui fait que vous perdez des places, vous perdez du temps, potentiellement vous n'êtes plus dans les délais. Donc pour moi ça a été extrêmement difficile de l'accepter, c'est dans ma nature. Donc au final je finis par rejoindre l'arrivée. D'ailleurs j'avais roulé une partie du parcours sur la fin avec Alexandre Bourgeonnier qui était plus très loin de moi. Donc on a roulé ensemble, ça m'a permis de souffler également, de me dire voilà, au moins je passe un bon moment avec un copain. On est là, on se fait plaisir, on roule, on s'amuse, on discute, on échange. Voilà, ça m'a permis un peu donc de sortir mentalement de l'objectif qui n'était plus à ma portée. Je visais un peu le podium, ou en tout cas un top 5. Et quand j'ai vu ces choses s'échapper, il fallait déjà que je débranche, que je débranche la prise et que je me dise c'est bon, c'est fini, mais n'abandonne pas, continue de rouler pour prendre du plaisir. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait immédiatement, quoi. Je me suis toujours dit jusqu'au moment où j'ai acheté donc ces chambres à air, j'avais pas encore accepté le fait que j'atteindrais pas mon objectif de finir dans un top 5 ou sur le podium. Donc voilà, la préparation mentale c'est quelque chose qui est primordial. Le fait d'accepter ce genre de choses vous permettra, lorsque vous serez en course, qu'il vous arrivera des pépins,
de toujours voir les choses du bon côté, de manière à ne pas perdre le plaisir de rouler sur une transcontinentale qui est une chance incroyable. Tout le monde n'a pas la chance d'y participer. Moi, c'était ma quatrième participation alors que je me suis inscrit 4 fois. Donc toutes les fois où je me suis inscrit, j'ai pas eu de souci de regretter de ne pas y être, etc. Mais donc voilà, la préparation physique c'est une chose, la préparation du matériel c'en est une autre. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger également, qui malheureusement s'entraîne très difficilement, c'est la préparation mentale. C'est quelque chose que je vous conseille de vous mettre, d'essayer de vous mettre dans des conditions proches de la course. Essayez de vous dire si telle ou telle chose se passe, comment je réagirais. Ne, ne vous minez pas l'esprit avec des objectifs qui sont difficilement atteignables. Voilà, allez-y, c'est le vélo, c'est le vélo aventure, c'est le vélo plaisir, et il faut que ça reste le plus longtemps possible ainsi. Voilà, donc, pour ceux qui décident donc de se lancer sur des grandes aventures comme ça, comme la Transcontinentale, la BTR ou d'autres courses, en l'occurrence prochainement le Paris-Brest-Paris pour 2019 pour beaucoup. Donc, faites-vous plaisir, c'est la chose la plus importante dans la discipline de l'ultra-endurance. Vous voyagez, c'est une chance incroyable, continuez ainsi. À la prochaine.